Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'univers des actifs privés, avec l'idée de dresser un bilan 2024 et de regarder un petit peu les enjeux en 2025 pour cet univers, cette sphère d'investissement qui prend de plus en plus de place, la sphère des actifs privés qui regroupe notamment le private equity, mais pas que. Nous en parlons avec Alexandra Solnik, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. C'est peut-être toujours le petit préambule pédagogique. Je parle beaucoup d'actifs privés désormais. Je parlais de private equity spécifiquement. Maintenant, j'élargis à l'univers des actifs privés parce que oui, c'est un univers qui va au-delà du private equity. On peut redonner un peu quelques ordres de grandeur de ce que ça représente et spécifiquement sur l'univers européen, par exemple. Tout à fait. Alors, je vais être un peu scolaire. Je vais rappeler donc effectivement ce que ne sont pas les actifs privés. Donc, on parle d'actifs qui ne sont pas échangés sur un marché coté, sur un marché régulé. Donc, effectivement, tu mentionnais le private equity, donc l'investissement en capital risque dans des sociétés. On peut également financer ces sociétés donc en dette d'une manière moins risquée. Et également immobilier, infrastructure, donc des biens essentiels. Et le tout dernier né, en fait, dans cette classe d'actifs, le capital naturel. Alors, poser la question dans les grandes masses. Donc, on est sur un marché qui peu ou prou est en croissance de 10% environ depuis une dizaine d'années. Un marché qui représente environ 15 000 milliards de dollars globalement et 3 000 sur le marché européen. Donc, on est sur... Ça reste un petit marché complémentaire, 5 à 10% par rapport au marché coté et qui a sa place dans un portefeuille institutionnel. Il faut savoir que ce sont des classes d'actifs qui sont plutôt longues en durée, avec peu de liquidité, donc pas nécessairement accessibles pour tous. Donc dans les investisseurs, classiquement, on va avoir des investisseurs institutionnels, assurances, fonds de pension, et tu parlais des tendances récentes. On voit naître des produits d'investissement qui seront un petit peu plus accessibles pour la clientèle privée, parce qu'on va être sur des montants plus petits, par exemple, d'investissement minimum. Donc oui, une croissance de ces actifs, un stock qui augmente et on pourra reparler effectivement du panorama 2024 et des perspectives. Mais juste le point que tu fais sur la démocratisation de ces actifs privés, parce que j'avoue que dans cette émission, c'est un fil rouge continu depuis plusieurs années maintenant. Quand on remet les choses à la mesure de ce que représentent ces marchés et de la composition des gens qui investissent dans ces actifs privés, c'est pas encore une déferlante délirante. Non, mais j'entends au discours, Alexandra, il y a quelques produits qui aujourd'hui s'adaptent aux spécificités des clients privés. C'est pas encore, encore une fois, le tsunami, quoi. Tout à fait. Alors, on est... J'aime bien le mot de tsunami. Donc, c'est vraiment plus pour parler des tendances en termes de produits. Ouais, c'est ça. Mais si on regarde, alors nous, si on regarde notre clientèle, et je pense que c'est assez représentatif du marché, bien on est sûr. sur quelques pourcentages, on va être sur 95%, voire plus, sur la clientèle institutionnelle et un petit peu sur la clientèle privée. Et peut-être pour revenir sur les valeurs un petit peu intrinsèques de cette classe d'actifs qui expliquent pourquoi on va venir en complémentarité investir dans les actifs privés. En 2024, on a vraiment vu 3 grosses tendances, je dirais pas de nouvelles classes d'actifs, mais un peu des gagnants du panorama des actifs privés. Donc tu parlais effectivement historiquement, le private equity représentait et représente toujours la majorité des investissements, l'immobilier qui était une classe d'actifs historique, mais on voit d'autres classes d'actifs naître. Alors on parlait tout à l'heure de la dette privée, l'investissement dans des financements entreprises, avec un contexte qui durera peut-être un peu moins de hausse des taux, en tout cas de taux élevés globalement. En Europe, cette classe d'actifs a été très plébiscitée par les investisseurs. C'est-à-dire on avait un couple rendement-risque très attractif. Donc, je reprécise, financement en entreprise, on va être très haut sur la capital structure, on sera moins risqué en termes de défaut que d'aller investir directement en capital risque. Et donc le couple rendement-risque dans un contexte de hausse des taux était très attractif. Si on regarde les levées sur les 18 derniers mois, on estime que le montant total, donc cible des fonds en dette privée, a augmenté de 75%. D'accord. Et on a une augmentation de 30% en nombre de fonds. Gros engouement alors. Gros développement là. Dans les 10 derniers mois. Même nous, sur notre stratégie de dette privée, le dernier vintage, on a également dépassé en fait l'objectif qu'on avait initialement fixé. Donc on verra, on voit des frémissements plutôt de rebalancement vers le private equity. Donc je pense 2025 nous dira aussi en fonction du mouvement des taux si cette classe d'actifs a toujours le même intérêt relatif. La deuxième classe d'actifs qui sort vraiment gagnante par rapport notamment dans les actifs réels
et la classe d'actifs infrastructures. Alors pareil, encore une fois, pour être très scolaire, le marché des infrastructures, on parle de biens et de services essentiels. On pense naturellement aux énergies, aux transports. Mais l'infrastructure, aujourd'hui, une classe d'actifs vraiment essentielle et au cœur de la transition écologique, transition énergétique. Donc on a des besoins énorme d'aller financer d'une part la décarbonisation de nos actifs, donc on pense par exemple au transport propre, aux énergies vertes, mais également tous les développements, les innovations technologiques qu'on peut avoir autour des batteries dont on va avoir besoin pour nos véhicules, autour de l'hydrogène et même du captage de carbone. Donc c'est vraiment une classe d'actifs qui est en développement avec des profils de risque-rendement assez variés, mais pour autant un vrai bénéfice de ce qu'on appelle une protection contre l'inflation, puisque souvent les rendements vont être indexés à l'inflation. Ouais. Et le tout dernier né, j'en ai touché un mot tout à l'heure, va être le capital naturel. Donc une fois encore, très scolaire, capital naturel, on parle de ressources naturelles et de biodiversité qui peuvent être utilisées, exploitables par l'homme. Et la classe d'actifs qui a vu vraiment... Donc on a vu une naissance en termes d'investissement dans les portefeuilles des clients institutionnels avec le capital naturel plutôt vert. Alors, bleu, ça va être l'océan qui est moins développé. Oui, ok. Vert, on va parler d'agriculture, exactement, de forêt, bravo. Mais ça marche comme bien quoi. Deviné, exactement. Et en fait, on comprend que ces classes d'actifs, si tant est qu'on a une gestion réellement durable de la forêt avec une préservation de la biodiversité et donc de la résilience de ces forêts, on va pouvoir allier le couple rendement, puisqu'on va aller découper le bois, c'est simplement pour aller construire, par exemple, des maisons, mais également, on va cibler une décarbonisation du portefeuille, puisqu'on va aller investir dans un poumon, en fait, dans un actif qui, par construction, a une empreinte négative en carbone. Parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on en parle du capital naturel avec vous, Alexandra. La dernière fois que vous étiez venu, déjà, c'était un point d'attention. Et peut-être, j'ai même pas encore bien pris la mesure de ce que cette classe d'actifs ou cette sous-classe d'actifs dans l'univers des actifs privés peut devenir demain. Ça peut représenter quoi? Ça peut intéresser quel type d'investisseurs? Quels sont les investisseurs aujourd'hui qui sont déjà investis dans cet univers du capital naturel, Alexandra? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, sur les 10 dernières années, on estime que la quote-part en investissement en capital naturel a doublé. Sur les 10 dernières années. On est aujourd'hui au total capital naturel, pas que le capital naturel vert. On est sur entre 10 et 15% en moyenne du stock des actifs privés. Des 15 000 milliards, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Bon, alors, tout n'est pas complètement vert là-dedans. Okay. Et les investisseurs assez classiques vont être des gros institutionnels, des fonds de pension qui vont chercher vraiment à décarboner leur portefeuille et à chercher des rendements récurrents long terme. C'est quoi? C'est la pression réglementaire même qui les amène aujourd'hui à privilégier ou se tourner vers ce type d'investissement quand ils ne le faisaient pas En partie, effectivement, une volonté d'aller vers des actifs justement plus neutres en termes de carbone, mais également une volonté tout simplement de se diversifier. C'est-à-dire qu'on va avoir une réelle décorrélation. Ce qui va impacter une forêt ou la croissance de la forêt ne va pas être la même chose que ce qui va impacter, par exemple, le secteur de l'immobilier. Donc, on va être sur des prismes très différents et encore une fois, une volonté d'aller diversifier. Donc, on n'est pas sûr, on ne va pas investir dans un jardin, une petite forêt, on va aller vraiment sur des portefeuilles différents de forêt. Mais dans la construction de portefeuille, il y a une vraie utilité, effectivement, de décorrélation avec cette... de complémentarité, tout à fait. Ouais. Je reviens sur le private equity, parce qu'au final, c'est l'éléphant dans la pièce, mais on n'en a presque pas parlé. Est-ce que ça va mieux? C'est-à-dire, depuis 2022, 2023, 2024, c'est quand même des années où tout le monde a tiré la langue dans cet univers-là, du private equity. Problème de levée de fonds, question de valorisation, les hausses de taux, problème de sortie. Est-ce que tous ces problèmes commencent à trouver une voie de résolution en vue de 2025? Et est-ce qu'on peut appeler l'idée qu'il y a un redémarrage, j'ai envie de dire, de ce marché-là? C'est effectivement le grand débat. On estime qu'il est encore un peu tôt pour se positionner. Ce qu'on voit, nous, alors qu'on en a un investisseur également sur la partie du private equity, on a des perspectives de sortie sur certains actifs. Donc on voit un frémissement, on va dire, un dégagement, une ouverture de cet univers. Donc ça se fait par du M&A, par la bourse, par... Donc vous allez avoir un cercle vertueux qui va s'installer. Alors pour faire très simplement, une baisse des taux potentiels va réouvrir le marché du M&A, qui lui-même va réouvrir les possibilités de sortie de ces actifs et qui lui-même, du coup, va aussi libérer de la place dans les portefeuilles des investisseurs pour aller réinvestir.
Donc vous allez avoir ce cercle vertueux qui est en train de s'installer. Nous, on est en train de se positionner sur des sorties. Donc on espère que notamment avec, on verra le contexte de taux, on va avoir vers une évolution et donc du coup un rebalancement potentiellement des actifs de dette privée vers le private equity. C'est ce que vous disiez avec la baisse des taux. Sur les tendances en matière d'investissement en private equity, est-ce qu'il y a des choses particulières qui se dégagent en prévision de 2025 en termes sectoriels, par exemple? Alors sur 2025, alors je dirais même plus au-delà 2026-2027, ce qu'on voit plutôt, c'est le panorama des actifs et la diversité des actifs qui est en train de se modifier avec, alors pour citer un grand mot, les méga tendances. Ouais. De nos sociétés. Pour en citer quelques-unes, on va parler de digitalisation, de démographie évidemment, et de décarbonisation. Alors pour citer le premier, pour un exemple démographie, avec le vieillissement de nos sociétés, les boomers qui arrivent en âge, voilà, évidemment plus qu'à la retraite, le patrimoine immobilier est en train de se modifier pour aller vers plus de services, pour aller autour de la santé. Et donc, voilà, on va avoir un patrimoine qui va changer. Donc, des nouveaux investissements et une transformation et une réorientation de certains bâtiments vers potentiellement, par exemple, des maisons de santé. Inversement, vous pouvez penser aussi aux plus jeunes, les différentes générations XY, qui, eux, ont une relation au travail qui va être différente avec le télétravail. Et donc, pareil, on va repenser la façon dont on crée et dont on pense aussi les villes, les bureaux autour de ça. Donc, ça, forcément, c'est en train de donner lieu, c'est en cours à des nouveaux investissements. Alors, private equity, même private equity en immobilier. Et même digitalisation, pour vous donner un autre exemple. Donc là, on est sur un secteur qui, aujourd'hui, qui n'était pas essentiel et qui n'existait même pas il y a quelques années. Je vous parlais des centres de données. Je pense qu'on a tous, aujourd'hui, essayé de taper dans un chat GPT, on a tous fait des requêtes. C'est très consommateur d'énergie, très consommateur de données. Je pense que vous ne savez sûrement pas, mais autour de vous, il y a des centres de données. Donc, on parle de lieux physiques qui vont aller stocker la donnée, la trier et potentiellement la redistribuer avec des applications. Tout ça est très énergivore, source de chaleur. Et donc, nous, on estime que non seulement il y a des besoins de financement et d'investissement dans ces centres de données, donc nouvelle classe d'actifs, mais également un besoin d'appliquer un filtre de durabilité, donc des data centers verts. Très clair, je ne parle pas d'aller faire pousser du gazon sur le toit. Mais de les approvisionner en énergie propre, quoi. Exactement, d'énergie verte et d'optimiser l'utilisation de l'énergie dans ces centres de données. Merci beaucoup Alexandra d'être venue nous éclairer sur ces grandes tendances qui animent l'univers des investissements en actifs privés. Alexandra Solnik, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.